Bienvenue à tous à cette courte capsule présentée par Donovan, Armand, Youssef et Miguel sur le problème à 1 million de dollars, l'hypothèse de Riemann, pour vous expliquer les fondements ainsi que les applications de cette fonction. L'étude de la fonction dont nous allons vous parler commence par le problème de Bâle, posé en 1644. La question est la suivante. Si nous avons 1 sur 1, plus 1 sur 4, plus 1 sur 9, plus 1 sur 16, qu'est-ce que nous obtenons? Évidemment, dans ce cas, nous pouvons calculer la somme. Cependant, le problème surgit quand on effectue cette somme jusqu'à l'infini et l'on cherche la limite. C'est en 1735, presque 100 ans après, que le mathématicien Leonhard Euler trouve la réponse, pi carré sur 6. D'ailleurs, il a même créé une nouvelle fonction à partir du problème de Bâle, nommée la fonction zeta, où au lieu de faire 1 sur n au carré, on fait 1 sur n exposant x, ce qui donne la fonction zeta. Par exemple, si on fait les calculs pour zeta de 2, donc la même somme que dans le problème de Bâle, on obtient pi carré sur 6. Si on fait zeta de 1,5, on obtient 2,61. Et si on fait zeta de 1,0001, on obtient 10 000,6. Par contre, dès qu'on fait zeta de 1 ou un chiffre inférieur, la fonction explose et tend vers l'infini. Elle diverge. Comme nous pouvons constater, la partie de droite de la fonction converge, c'est-à-dire elle donne un nombre, mais la partie à gauche de la fonction diverge et donne l'infini. Le fait que la fonction ne marchait que pour x plus grand que 1 posait un problème, et c'est ici où Riemann fait apparition et réussit à étendre la fonction sur un autre domaine des mathématiques, le domaine des nombres complexes ou imaginaires, qui possèdent des propriétés complètement différentes aux nombres réels. Mais avant de continuer, parlons de ces nombres imaginaires. Pour comprendre les nombres complexes, nous pouvons imaginer tous les nombres réels allant de moins l'infini jusqu'à l'infini sur une ligne droite, et la partie imaginaire des nombres complexes serait sur la droite verticale. La droite verticale représente un nouveau type de nombres qui sont définis comme étant des racines de nombres négatifs, qui ne sont pas possibles avec des nombres réels. Donc, un nombre complexe est composé d'une partie réelle, donc le A, et d'une partie imaginaire, soit B. Un exemple de cela serait le nombre 50 plus 2i, qui a pour partie réelle 50 et comme partie imaginaire 2. Toutefois, cette manipulation ne permet toujours pas de définir la fonction pour des nombres plus petits ou égaux à 1. Afin de remédier à ce problème, Riemann a voulu prolonger la fonction zeta sur un domaine plus grand. Afin de vous donner une idée de qu'est-ce que c'est qu'un prolongement d'une fonction, considérons cette image d'un papillon. En la regardant, nous pouvons repérer la forme générale du papillon ainsi que les lignes directrices et nous sommes tentés par symétrie de continuer cette image à un papillon complet comme suit. Et ce, même si le bout rajouté ne faisait pas forcément partie de l'image du papillon initial. Nous remarquons aussi qu'il n'y a qu'une seule continuation possible du papillon pour qu'il conserve la même forme et la même régularité. Le principe est le même avec la fonction zeta de Riemann. Nous voulons trouver la façon dont elle se comporte afin de trouver une expression différente mais qui présente les mêmes régularités que la somme que nous avons présentée plus haut. Pour ce faire, nous avons, tout comme Riemann l'a fait, utilisé des méthodes d'analyse complexe, c'est-à-dire de cette branche des mathématiques qui étudie les nombres complexes, notamment le théorème des résidus et la déformation du contour d'intégration, qui sont des méthodes dont nous n'allons pas parler, mais qui permettent justement de définir une fonction par un domaine plus grand. Après avoir fait les calculs, nous trouvons que le prolongement de la fonction zeta de Riemann prend la forme suivante. Cette formule bien compliquée peut se résumer en considérant ces deux termes cruciaux. Pour les comprendre, revenons à notre plan complexe de tout à l'heure. Si nous revenons au plan complexe de tout à l'heure, si nous avons un S dont la partie réelle est négative, eh bien nous nous situons sur le côté gauche du plan complexe, c'est-à-dire ici. Comme dit tout à l'heure, zeta, défini comme une somme infinie, n'est pas bien définie et diverge vers l'infini, peu importe la valeur de S. Or, si S est négatif, alors l'expression 1 moins S, elle devient positive, faisant que nous nous retrouvons sur le côté droit du demi-plan, c'est-à-dire où zeta est bien défini. Cette formule permet donc de définir des valeurs de zeta par symétrie autour de l'axe 1/2. L'hypothèse que nous voulons vous présenter concerne les zéros de la fonction zeta de Riemann, c'est-à-dire les valeurs de S pour lesquelles la fonction est nulle. Avec la formule présentée plus haut, plus précisément avec ce terme en sinus, nous pouvons comprendre que zeta a des zéros aux entiers négatifs pairs.
Attention, cela ne veut pas dire que la somme de 1 plus 4 plus 9 plus 16 ainsi de suite égale 0. Il faut comprendre que c'est le prolongement que nous avons établi plus haut avec les méthodes d'analyse complexe qui vaut 0, et non la somme, puisque zeta n'est pas défini comme somme à cet endroit du plan complexe. Or, comme nous le voyons, il reste toute une bande dans l'indétermination, puisque nous n'avons pas de valeur de zeta pour s plus petit qu'1 pour lequel faire une réflexion. Nous savons qu'il existe d'autres zéros de la fonction zeta de Riemann et qui doivent tous être dans cette bande, mais la communauté des mathématiciens n'arrive toujours pas à cerner quels sont ces points précisément dans cette bande. C'est là qu'embarque l'hypothèse de Riemann. Cette dernière dit que tous les autres zéros, c'est-à-dire les zéros non triviaux, sont sur la droite réelle égale une demi. Cette hypothèse semble à première vue isolée dans le monde des mathématiques pures, mais il s'avère qu'elle contient des liens frappants avec les nombres premiers, plus précisément avec leur distribution. Bon, parlons un peu des nombres premiers. En premier, il faut comprendre qu'un nombre est premier s'il est divisé par 1 et par lui-même, et que les nombres premiers sont fondamentaux puisque tout nombre entier peut être construit uniquement à partir d'eux en les multipliant. Alors, une question simple, presque enfantine, devient l'un des plus grands défis des mathématiques. Combien y a-t-il de nombres premiers en dessous d'un certain nombre? Par exemple, combien y a-t-il de nombres premiers plus petits ou égaux à 10? Dans ce cas-là, la réponse serait évidemment 4. Mais si je vous demandais combien y en a-t-il avant 1 milliard? Ah, ben là, ça devient presque impossible à faire à la main. C'est là qu'intervient une fonction très spéciale, la fonction pi de x. Cette fonction en fait représente le nombre de nombres premiers en dessous d'un certain x donné. Donc si x égale à 10, on aurait 4 comme mentionné. Mais là vous dites, en quoi est-ce que c'est important? Parce que tout repose sur eux. À chaque fois que vous envoyez un message chiffré, que vous accédez à votre banque en ligne, que vous signez un document électronique ou que vous connectez à un compte sécurisé, vous êtes protégé par des nombres premiers. En effet, quand les hackers tentent de pirater les systèmes de sécurité en ligne, ils tentent de déchiffrer des gros nombres premiers multipliés entre eux. Donc si on trouve une fonction qui donne directement le nombre de nombres premiers pour un x donné, cela impliquerait une compréhension ultra précise de la répartition des nombres premiers. On saurait exactement combien de nombres premiers il y a dans n'importe quel intervalle. On pourrait générer des systèmes de sécurité infranchissables. Mais le problème c'est que maintenant on doit utiliser des ordinateurs qui doivent utiliser beaucoup d'énergie pour calculer les valeurs de pi de x. Mais revenons en arrière. Avant même qu'on ait des ordinateurs, nous avons fondé un théorème, appelé le théorème de nombres premiers, qui stipule que pi de x à l'infini se comporte comme x sur ln de x. Mais cela est une approximation plutôt faible. Nous avons aussi une autre approximation qui a été fondée, qui est que pi de x, pour des valeurs de x vers l'infini, se comporte comme li de x. Bon, comme vous le voyez ici, nous avons pi de x au milieu qui se comporte comme une fonction en escalier. En haut, nous avons li de x. En bas, nous avons x sur ln de x. Et comme vous le voyez, li de x est une fonction qui approxime mieux pi de x. Le lien entre la fonction zeta de Riemann et la fonction de comptage des nombres premiers pi de x débute avec ce que nous appelons le produit eulérien, qui est représenté comme suit. Ce produit que Euler a découvert pour les nombres réels au XVIIIe siècle établit un lien direct entre la fonction zeta de Riemann, définie sur les nombres complexes, et les nombres premiers, en définissant la fonction zeta de Riemann comme un produit sur les nombres premiers. Ce lien est assez surprenant car les nombres premiers et la fonction zeta de Riemann sont deux objets radicalement distincts des mathématiques qui appartiennent à des théories mathématiques différentes. L'une, la fonction zeta, vient de l'analyse complexe et l'autre, les nombres premiers, de l'arithmétique ou de la théorie des nombres. Bon, vous vous demandez sûrement, mais en quoi zeta de Riemann et le produit eulérien interviendraient dans le théorème des nombres premiers? En fait, il faut comprendre que, avec le produit eulérien et grâce à d'autres méthodes d'analyse complexe, notamment l'intégrale de Perron, à établir une approximation plus serrée de pi de x, qui tient en compte précisément des zéros non triviaux de la fonction de zeta, qui prend la forme suivante. Donc, comme on le voit, nous avons Riemann de x, la fonction qui approxime pi de x, auquel on soustrait Riemann de xp, où p est le nombre de zéros non triviaux. Précision, la fonction li de x que nous avons mentionnée plus tôt se définit comme suit. Elle correspond mathématiquement à une intégrale de la fonction 1 sur ln de t sur x, ce qui est en fait plus fort que la fonction x sur ln de x, la première approximation que nous avons vue, dans la mesure où la fonction x sur ln de x est elle-même une approximation de li de x. Or, avec l'hypothèse de Riemann, nous pouvons arriver à l'approximation suivante. En apparence compliquée, elle peut se comprendre comme suit. Nous avons au premier terme à droite le terme principal,
c'est-à-dire l'approximation principale de pi de x, et au dernier terme, un terme correctif qui va venir corriger les imperfections du terme principal. Or, l'important ici est de constater que ce terme correctif dépend précisément des zéros non triviaux tels que prédits par l'hypothèse de Riemann. Comme on le voit ici, nous avons réalisé une animation graphique de la fonction π0 qui représente l'approximation de la fonction π de x selon la formule de Riemann. Pour parvenir à cette visualisation, il a d'abord fallu transposer mathématiquement la fonction Riemann de x et les zéros triviaux de zeta qui affinent l'approximation dans un environnement de programmation. Dans notre cas, ce fut Python. Ce travail de codage nous a permis de modéliser la formule de manière dynamique et surtout d'observer un phénomène fondamental. Plus on ajoute de zéros non triviaux, plus l'approximation devient précise, comme on le voit ici. Donc les zéros non triviaux s'ajoutent et la fonction superpose pi de x. Donc si l'hypothèse de Riemann est vraie, c'est-à-dire si tous les zéros non triviaux se trouvent sur la ligne critique, alors cette méthode nous fournirait la meilleure approximation possible du nombre de nombres premiers inférieur à x. Autrement dit, avec cette équation codée, il suffirait d'entrer une valeur de x pour obtenir une estimation extrêmement proche, voire exacte, du nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à x. Bon, comme on le voit ici, nous avons les pourcentages d'écart entre pi de x et les approximations de celle-ci. En analysant ces pourcentages d'erreur pour de très grands x, nous remarquons que Riemann, avec seulement 50 zéros non triviaux, retrouve des pourcentages d'écart très minimes comparés aux deux autres fonctions. Cela prouve que Riemann, avec seulement 50 zéros, est déjà considérablement plus raffiné comme approximation. Ce que nous avons ici, c'est une version simplifiée de la fonction utilisée pour approximer pi de x. Donc, ce qu'elle fait, c'est transformer les zéros non triviaux en ondes. Elle est divisée en deux parties. La première partie est celle qui influence la croissance et l'amplitude de l'onde. Et elle est influencée par la partie réelle du zéro non trivial, sous forme d'un nombre complexe. Juste un petit rappel, un nombre complexe est sur la forme de a plus ib, a étant la partie réelle et b la partie imaginaire. Donc, selon l'hypothèse de Riemann, la partie réelle de tout zéro devrait valoir une demi. Ensuite, la deuxième partie influence l'oscillation de l'onde et dépend majoritairement de la partie imaginaire. Ici, nous pouvons constater comment l'amplitude des ondes varie en fonction de A, c'est-à-dire c'est l'effet qu'il y aurait sur les ondes si on trouvait un zéro non trivial qui n'est pas sur une demi. En d'autres mots, si l'hypothèse de Riemann est fausse, la fonction permettant d'approximer les nombres des nombres premiers, la fonction π de x, serait énormément affectée et l'approximation ne serait plus du tout précise. Et cela même avec un seul zéro hors de la ligne de une demi. Ensuite, on peut observer ce qui arrive si on fait varier le paramètre b sur la partie imaginaire du nombre complexe. Donc, on peut voir que plus le b est grand, plus les ondes sont compactées, et plus le b est petit, plus ils sont séparés. En mécanique quantique, on ne peut pas savoir la position et la quantité de mouvement d'une particule exactement. On va plutôt parler de probabilité et exprimer cela sous la forme de fonctions d'onde. C'est-à-dire qu'on va utiliser des fonctions sinusoïdales pour dire pour chaque valeur de x ou de p, quelles sont les probabilités que cela soit vrai. Et on va surtout s'intéresser à celles qui respectent la forme suivante. On va les multiplier par un opérateur t, l'opérateur t qui est juste une opération sur la fonction, et qui va égaler un scalaire fois la fonction d'onde. Ce scalaire-là, on va appeler ça valeur propre ou valeur d'énergie lorsqu'on va parler des systèmes d'énergie. On va surtout remarquer que les valeurs d'énergie d'un système quantique vont parfois se rapprocher des zéros non triviaux de la fonction zeta. Pour relier les mathématiques à la physique quantique, les physiciens allemands Hilbert et Bolyai vont proposer une idée, une stratégie pour déchiffrer l'hypothèse de Riemann et la prouver vraie. Cette idée, on va l'appeler la conjecture d'Hilbert-Bolyai. Elle stipule que si on trouve un système quantique dont les valeurs propres se rapprochent des coefficients imaginaires des zéros non triviaux, alors l'hypothèse est vraie, car ils vont tous être sur la ligne critique une demi. Pour donner de la crédibilité à la conjecture, on va y appliquer les mêmes règles que pour les systèmes quantiques en s'intéressant à la partie qui oscille de la fonction π de x avec les coefficients des zéros non triviaux et en la transformant un peu, on obtient des fréquences. Cela va correspondre aux valeurs propres de notre système. Les Keating vont mettre à l'épreuve l'opérateur hamiltonien, qui consiste à multiplier la position par la quantité de mouvement pour obtenir l'énergie du système. Dans ce cas-là, les valeurs propres vont correspondre aux valeurs d'énergie dont la probabilité ne change pas au fil du temps. On va aussi appeler cela des états stationnaires. Ils vont ensuite de ça utiliser une fonction qui s'appelle la fonction de comptage des zéros et qui ressemble à la fonction π de x vue précédemment. Ils vont
aussi l'appliquer à la fonction zeta et à notre système quantique, puis s'attarder sur la partie qui fluctue, pour voir si elle nous donne les mêmes propriétés des deux côtés. La démarche de Berry-Keaton marche bien, mais d'autres approches sont envisagées, notamment les systèmes de Boscons qui permettent d'étudier des systèmes quantiques qui suivent les règles de la thermodynamique et qui évoluent au fil du temps, ou bien les quasi-cristaux de Freeman qui sont sur une dimension et consistent à relier les ions non triviaux en un objet physique. En conclusion, l'hypothèse de Riemann est un problème assez complexe qui part d'un domaine assez abstrait des mathématiques, l'analyse complexe, et qui concerne certaines valeurs d'une fonction mathématique qu'est la fonction zeta de Riemann, plus particulièrement les valeurs pour lesquelles cette fonction-là est nulle, c'est-à-dire les fameux zéros non triviaux. Or, nous avons réussi à montrer, tout comme Riemann l'a fait en 1858, que cette fonction a plusieurs liens inattendus avec d'autres domaines des mathématiques, en l'occurrence avec la théorie des nombres. Ce lien, concrétisé par le produit eulérien, comme nous l'avons vu plus haut, permet d'établir une approximation plus serrée sur le théorème des nombres premiers, c'est-à-dire sur la distribution des nombres premiers. De plus, la distribution des zéros non triviaux telle que supposée par l'hypothèse de Riemann semble représenter les valeurs propres d'un système d'énergie en mécanique quantique, ce qui permet de penser le problème sur le plan de la physique. Or, ces deux liens ne sont valables que si l'hypothèse de Riemann est vraie, ce que personne n'a pu montrer 150 ans après sa formulation. Nous le voyons, l'hypothèse de Riemann est un problème fondamental pour toutes les mathématiques et son affirmation remettra en question toute notre compréhension des nombres premiers.